Bienvenue à la 6e séance de l'école du libéralisme, que nous avons débuté en janvier de cette année, avec bien pour objectif de faire un peu mieux connaître cette pensée qui est riche, qui est diversifiée, qui a beaucoup de nuances, et puis en débattre ensemble, voilà, pour essayer de creuser, d'approfondir. Alors on a eu des intervenants dont je pense vous avez su apprécier la qualité jusque-là. Et on va terminer notre saison avec 3 intervenants que vous connaissez probablement. En tout cas, il y a de bonnes chances. Alain Laurent, Jean-Marc Daniel, Guido Hülsmann. Alors, quelques mots sur Alain. Alain, merci d'abord d'être venu. D'autant que je sais que tu as eu des problèmes de santé. Enfin, il faut... voilà. Donc... on est très heureux d'avoir Alain Laurent parmi nous, philosophe, essayiste, j'ai envie de dire engagé depuis un demi-siècle, avec des combats divers. Il y a eu le ciel, le combat de ceux qui, dans les années 70, s'opposaient aux montées des totalitarismes avec des gens connus, Raymond Aron, Jean-François Revel, Emmanuel Leroy-Ladurie. Ça, c'était un premier combat qu'il poursuit, je crois, toujours. Et puis aussi un combat pour faire connaître les idées libérales. Et en particulier, mais je pense qu'il va nous en parler, un courant parmi les idées libérales qui est le courant des objectivistes, les individualistes, mais les concepts ici sont fins, donc si jamais on doit aller sur ce terrain, je préfère que ce soit Alain qui aille. Mais il a beaucoup participé à cela. Quelques ouvrages, L'individu et ses ennemis en 87, Histoire de l'individualisme, que sais-je, en 93, l'individualisme méthodologique, bon, lié 1994, etc. Mais il ne s'intéresse pas qu'à cette branche, si je puis dire, ou cette sensibilité de la pensée libérale. Il a également écrit des ouvrages nombreux sur la pensée libérale, au sens plus large, plus inclusif, si je puis dire. Voilà, et entre autres, parce que c'est aussi peut-être comme ça que vous le connaissez, à travers son travail de directeur de collection aux Belles Lettres, travail qu'il a démarré depuis longtemps, avec différentes connexions, iconoclastes, et puis à l'heure actuelle, les bibliothèques classiques de la liberté, où il a eu l'occasion bien de mettre à disposition des ouvrages classiques de la pensée libérale, et puis aussi une autre collection, les penseurs de la liberté, donc des ouvrages sur les penseurs de la liberté, écrits par nos contemporains. Voilà, bon, on pourrait continuer. Alain, on est très heureux de t'avoir avec nous. On est très heureux de... Voilà, on se régale par avance de ce que tu vas vouloir partager avec nous. Je suis sûr que tu as tant de choses à partager. Merci, Alain. Bien, merci, bonjour à tous. Mon point de départ sera un thème de débat très actuel. Et vous savez que souvent, on reproche au gouvernement actuel et aussi à ceux qui l'ont précédé d'avoir outrageusement privilégié le social au détriment de ce qu'on appelle en français le régalien, c'est-à-dire les fonctions de l'État dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure. Cela se dit en passant, j'ai vainement cherché une manière de traduire régalien pour les non-francophones. Ça n'existe pas. On ne peut même pas renvoyer à l'état minimal, parce que rien n'empêche, par exemple, un tenant du libéralisme de gauche ou d'extrême gauche de dire que l'état minimal, il doit se contenter simplement d'assurer le social. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les libéraux sont mieux situés, mieux placés de ce point de vue-là ? Est-ce que par hasard, ils n'auraient pas eu tendance, eux aussi, à privilégier l'économique au dépens du régalien, tel que je viens de le cerner. Autant vous dire tout de suite, ce sera presque la ligne directrice de mon propos, on a pas mal de surprises dans ce domaine. Le point de départ étant qu'on imagine difficilement que ceux qui défendent la priorité lexicale de la liberté puissent ne pas s'assurer que celle-ci ne va pas être menacée par des entreprises violentes, que ce soit sur le plan
intérieur ou extérieur. Le plan extérieur, ce sera tout ce qui concerne la défense, le problème des armées, etc. Et sur le plan intérieur, ça renvoie évidemment aux problématiques de la justice. Alors, ma mémoire avait un peu défailli de ce point de vue-là parce que lorsque j'ai commencé mes nouvelles recherches, ou disons un rafraîchissement de mémoire, je comptais rencontrer chez nombre de penseurs libéraux un certain nombre de développements plus ou moins substantiels sur ces problèmes de la sécurité intérieure et extérieure des sociétés de liberté. Or, il n'en est rien ou presque pas. Et l'un de mes autres propos sera de m'interroger sur cette béance dans l'histoire des idées libérales. Pourquoi les libéraux qui sont si prolixes à propos de tous les problèmes juridiques, économiques, etc., qui sont posés, sociaux, culturels parfois, qui sont posés par la priorité de la liberté, pourquoi sont-ils si mutiques à propos donc de ces problèmes de défense ? Alors, il y a tout de même un premier constat à faire, c'est que, et qui va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, surtout chez les libéraux les plus radicaux, c'est que, sauf exception, pratiquement tous les penseurs libéraux, depuis donc la sortie de la Renaissance jusqu'à actuellement, sont partisans d'une intervention de l'État, alors souvent une intervention à minima, mais une intervention tout de même, et c'est à l'État d'assurer la priorité de cette sécurité intérieure et extérieure. Là où je m'attendais tout de même à trouver une problématisation des argumentaires, des développements substantiels, il n'y en a pas. Autrement dit, de Locke jusqu'aux libéraux du XXe siècle, on se contente souvent, en quelques lignes, de dire, et il incombe à l'État, en effet, d'assurer la sécurité des citoyens, la sécurité des institutions, et ça, en 3-4 lignes, et c'est tout. Même chez ceux qui sont les plus versés, les plus enclins à privilégier, ou en tout cas à admettre ce rôle de l'État, je pense par exemple à Adam Smith, ça se limite tout à fait à la fin de la recherche sur l'origine de la fortune des nations, ça se limite à quelques lignes, et encore, Adam Smith ne l'aborde que sur le plan budgétaire. À quels impôts faut-il consentir dans une société de liberté pour qu'il y ait en effet une défense efficiente de la liberté à l'intérieur et à l'extérieur. Quelques lignes seulement. Et après, donc, tout ça repose sur, il renvoie à la fiscalité. Alors, il y a quelque chose qui peut troubler certains d'entre ceux qui m'écoutent, c'est le fait de dire, eh bien, pratiquement tous les libéraux, je verrai quelques exceptions ensuite, soulignent que c'est à l'État, et j'ajouterai, ce n'est qu'à l'État d'assurer la sécurité indispensable à une société de liberté, parce que ça pose des problèmes extrêmement intéressants. Alors, je vais commencer par ce qui est plus... J'avais remarqué ça depuis longtemps, on pourrait dire, mais des tenants d'un libéralisme assez radical comme Bastiat, comme Missos, il faut les mettre à part. On les connaît comme des adversaires farouches de l'État. Quand on consulte les textes, tous les textes, sans occulter ce qui peut parfois déplaire, et puis on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Alors, l'expérience avec Bastiat, alors je vous rappelle l'un des propos les plus fameux, tellement répétés à satiété dans les milieux libéraux, l'État, c'est la grande fiction au travers de laquelle tous s'efforcent ou cherchent à profiter les uns des autres. Je vais retrouver la citation exacte, si je trouve ça. Alors, voyons, où est-ce que ça peut être. Bon, je pense que tout le monde l'a en mémoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'on s'est référé à ce propos très expéditif de Bastiat, l'État c'est la grande fiction, etc., on en conclut que pour Bastiat, l'État n'est qu'une fiction. Il n'existe pas, il n'a pas existé. Or c'est faux, c'est faux. Dans le même texte, alors le texte où ça figure, donc ce propos si souvent cité de Bastiat, donc c'est justice et fraternité, on s'aperçoit que si on va 2 pages plus loin,
et là on voit la position minimale des libéraux dans ce domaine de la sécurité intérieure et extérieure, Bastiat écrit ceci. Quant à nous, je cite, quant à nous, nous pensons que l'État, ce n'est ou ce ne devrait être autre chose que la force commune instituée, non pour être entre tous les citoyens un instrument d'oppression ou de spoliation, ça renvoie à la citation dont je vous parlais tout à l'heure, mais au contraire pour garantir à chacun le sien et faire régner la justice et la sécurité. Conclusion, en toutes lettres, Bastiat dit bien que c'est à l'État et à l'État seul d'assurer la sécurité dans une société qu'on va qualifier de libérale. Et ce propos-là, il le répète parfois dans d'autres écrits, mais ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est de voir qu'à 3 pages de distance, il contredit et il affine ce qu'il dit lorsque l'État est une fiction. Donc le propos exact de Bastiat, c'est l'État est une fiction lorsqu'il est détourné de sa fonction fondamentale d'assurer la sécurité des intérieurs et extérieurs des citoyens, d'assurer donc la justice. J'en viens tout de suite à quelqu'un dont on pourrait penser, donc qui était très proche de nous, ennemi farouche de l'État de son intervention, c'est Mises. Et Mises donc a toujours qualifié ceux qui pensent que l'État n'a aucun rôle à jouer dans la sécurité intérieure, extérieure des sociétés de liberté, pour eux, ce sont les anarchistes. Et ils répètent à loisir qu'il ne faut surtout pas confondre libéralisme et anarchisme. Et alors, c'est une position qu'il a maintenue toute sa vie. C'est intéressant de voir que quelqu'un qui est aussi rigoureux quant aux fonctions de l'État est tout de même le premier à dire « mais l'État n'a qu'une fonction, encore une fois, c'est d'assurer la défense de la sécurité intérieure, extérieure des citoyens pour qu'ils puissent librement produire, échanger, etc. » Alors, il le dit, je m'arrête assez longuement sur Mises. J'aurais aimé que notre ami soit déjà là pour parler davantage, lui qui est le grand spécialiste de Mises. Et donc, dans le premier des grands ouvrages de Mises, Le libéralisme, qu'il a publié en 1925, il écrit ceci. Le libéralisme n'est pas l'anarchisme. Il n'a absolument rien de commun avec ce dernier. Il se rend parfaitement compte que sans le recours à la contrainte, donc voilà le plus radical des libéraux qui dit qu'il n'y a pas de société vivable sans contrainte et que c'est à l'État et certainement pas à une liberté de faire n'importe quoi qu'il faut s'en remettre. Donc je reprends la citation, il se rend parfaitement compte que sans le recours à la contrainte, l'existence de la société serait mise en péril et que derrière les règles qu'il importe d'observer pour assurer la coopération pacifique des hommes doit se tenir la menace de la force afin que nul ne puisse détruire l'édifice social. Ça, c'est pour écarter donc tous ceux qui pensent que l'État serait utile ou n'aurait pas ce rôle à jouer. Donc toujours du côté de Mises, parce que ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que ça a été une constante dans sa pensée. Et alors, ce que l'on trouve dans l'ouvrage Princeps de Mises, L'action humaine, va tout à fait 20 ans plus tard exactement dans le même sens. Alors, à la page 157 de l'édition des PUF, originale, il s'en prend à nouveau à l'anarchisme. Et à cette même page 157, voici quelle est sa position doctrinale. Je cite maintenant. L'État ou gouvernement est l'appareil social de contrainte. 20 ans après, il reprend exprès le mot contrainte. Pas de société sans contrainte. Donc, qui définirait le libéralisme comme étant l'ennemi de la contrainte, alors on peut dire de la contrainte excessive ou inutile, mais en tout cas le mot figure donc dans toutes les traductions. Donc l'État ou gouvernement est l'appareil social de contrainte et de répression, le mot est fort, il a le monopole de l'action violente. Et souvent, chez un certain nombre de libéraux, ce monopole de l'action violente chez l'État est contesté. On dit non, c'est là que finit le libéralisme. Eh bien, pour Bastiat et surtout pour Mises, c'est du contraire qu'il s'agit. Je reprends la citation. L'État est essentiellement une institution pour la préservation des relations pacifiques entre les hommes,
Néanmoins, pour préserver la paix, il doit être en mesure d'écraser les assauts des briseurs de paix. Donc vous voyez, des mots comme répression, écraser figurent en toutes lettres dans la définition de l'État selon Mises. Donc dans son ouvrage, le plus magistral et le plus connu. Alors tout ceci pour dire donc qu'il y a bien chez les libéraux les plus radicaux, et que dire des autres d'ailleurs, qui sont donc plus modérés dans cette partie de leur réflexion, il y a donc une place centrale, voire exclusive de l'État pour assurer la sécurité des sociétés de liberté. Ce que veut dire, donc, parce que c'est un thème en philosophie politique et dans la doctrine libérale qui est fort, il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas préalablement, j'insiste sur le préalablement, une sécurité qui est assurée à tous. J'y reviendrai à la fin parce que ça veut peut-être dire que pour beaucoup de libéraux, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire à assurer d'abord la sécurité pour qu'il y ait une société de liberté. Donc il n'y a pas d'abord une société de liberté et ensuite on s'occuperait de la sécurité, c'est tout à fait l'affaire. Elle est partie intégrante, partie prenante de la définition de la liberté. On pourrait dire que du point de vue donc des libéraux, il y a un triptyque, une trinité, quand on parle du privilège de la liberté. Liberté, sécurité et responsabilité doivent marcher d'une façon indissoluble ensemble. Sinon, il est inutile de parler de liberté. Alors, un autre point est à retenir, c'est qu'à l'inverse, alors je reprends ce que je soulignais tout à l'heure, on s'en tient là. Que ce soit Mises ou Bastiat, et que dire pour les autres, leur réflexion ne va pas plus loin. Il n'y a pas de problématisation de la chose. Comment faire, en effet, pour, sans violer des droits essentiels des individus, on puisse assurer cette sécurité tant extérieure. Par exemple, pour la sécurité extérieure, est-ce que l'État dispose du droit de mobiliser donc les individus en cas de guerre? Que faire dans ce cas-là? Est-ce que l'objection de conscience, ou j'allais dire le refus d'obtempérer, peut faire partie des droits à assurer contre l'État? Beaucoup s'en préoccupent actuellement, mais dans l'histoire de la pensée libérale, cela n'existe pas. Il y a donc quelques lignes pour assurer cette mission première de l'État, et c'est tout. Ceux qui ont été un petit peu plus loin, mais non pas dans cette direction, ce sont quelques libéraux, fort connus d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Et d'après eux, il est pratiquement inutile de s'inquiéter des problèmes de sécurité tant extérieurs qu'intérieurs, parce que grâce au libre-échange, au libre marché, les individus spontanément se comporteront de façon non agressive, non sacrificielle. Ils ne s'agresseront pas les uns les autres. Alors vous trouvez ça par exemple chez un libéral aussi modéré, c'est très connu ce que je vais rappeler, comme Montesquieu. Montesquieu, dans l'esprit des lois, développe l'idée selon laquelle s'il y a développement du commerce, les mœurs vont forcément s'adoucir et du coup, il n'y aura plus ou pratiquement plus de problèmes de sécurité. Vous savez que cette thèse est connue sous le nom du doux commerce. Rapporté à ce qui se passe actuellement, on pourrait dire voilà quelque chose de tout à fait illusoire qui a été sévèrement démenti sur le plan empirique par la suite des opérateurs. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte, d'autant plus qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre penseur libéral que peut-être tout le monde n'a pas l'habitude de placer dans le panthéon de la pensée libérale. Il s'agit de Kant, le grand philosophe. Et Kant, vous le savez peut-être, est l'auteur d'un texte auquel on se réfère encore souvent actuellement, le projet de paix perpétuelle entre les nations. Et pour Kant, eh bien, il est nullement nécessaire de se préoccuper excessivement des problèmes, surtout de sécurité extérieure, parce que sur le plan de la sécurité intérieure et de l'administration de la justice, là, il est extrêmement rigoureux. Dès lors qu'il y a une réflexion rationnelle, eh bien, tout doit s'apaiser. Ce qui, à mon sens, est celui de pas mal de commentateurs, c'est au fond mettre la charrue avant les bœufs et supposer le problème résolu. Pour qu'il y ait une paix perpétuelle entre les individus, donc il y a le minimum de problèmes
à se poser du point de vue de la défense, de la sécurité intérieure ou extérieure, il faudrait déjà que les individus soient tous pacifiquement et paisiblement disposés les uns envers les autres. Alors, je parlais de contexte tout à l'heure. Donc tout ça se dit au XVIIIe siècle. Et évidemment, il y a une excuse à formuler immédiatement à l'égard de Montesquieu ou de Kant, c'est qu'ils étaient loin d'avoir tout vu. Je vais le dire de façon encore plus blanche, ils n'avaient rien vu. Il n'y a pas encore eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de massacre gigantesque, il n'y a pas eu d'extermination de masse des individus. Et il n'y a pas encore, ou en tout cas, ça n'a pas la tournure que ça a pris plus tard, d'impérialisme et de totalitarisme. Donc, ces libéraux, bien disposés à l'égard du genre humain, on pourrait presque parler d'un certain angélisme rousseauiste chez les libéraux de l'époque, en particulier Kant et Montesquieu, en effet, ils se fondent sur ce qui se passait jusqu'alors avant eux, encore que l'exemple des guerres de religion en France aurait pu les alerter sur ce que l'espèce humaine est capable de commettre en matière de massacre, de férocité et de non-respect du droit des autres, et comment le faire respecter. Donc, à mon sens, il passe un peu trop vite sur tous les problèmes qui sont posés par cela. Alors, j'avance un peu dans mes... Après, au nord donc, de Bastia et de Mises, et hors Montesquieu et Kant, on revient à mon propos initial, il n'y a que quelques lignes fugitives, très elliptiques, mais quand je dis quelques lignes, il faut le prendre à la lettre, c'est 2 ou 3, pas plus. Voilà ce que l'État doit faire et les seuls à pouvoir faire. Point. Il faut attendre le XXe siècle, sans doute à cause de l'expérience des 2 guerres mondiales et puis des massacres des idéologies totalitaires, pour que quelques-uns, mais quelques-uns seulement, des penseurs libéraux se préoccupent de tout cela. Il est frappant, d'ailleurs, que les 2 seuls penseurs libéraux, j'ai tout épluché, donc vous savez, donc j'ai travaillé pendant de longues années sur toute l'histoire de la pensée libérale, en publiant avec mon ami Vincent Valentin les penseurs libéraux, on a passé tout ça au peigne fin. Et alors ces 2 penseurs, c'est tout de même significatif, sont presque à l'opposé l'un de l'autre, ils sont fort connus l'un et l'autre, mais il faut attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour que, enfin, sur le plan par exemple de la sécurité extérieure, des libéraux se demandent qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan pratique et sur le plan théorique. L'un d'entre eux, c'est Raymond Aron. Raymond Aron, qui est l'auteur, donc dans les années 50, d'un ouvrage que l'on consulte encore actuellement, sur la paix et guerre entre les nations. Là, au moins, on s'occupe de la guerre. La guerre qui était, au fond, le grand sujet ignoré des libéraux. Pourquoi y a-t-il la guerre? Comment la prévenir? Que faire lorsqu'il y en a une, etc. Rien. Donc là, on a été servi. C'est un propos tout à fait modéré, je n'y reviens pas. Et puis, presque à l'opposé de Raymond Aron, il y a Ayn Rand. Alors, Ayn Rand, tout à l'heure, Pierre y faisait allusion. Je l'ai beaucoup fréquenté, c'est moi qui l'ai fait connaître en France. Et alors, ce qui est frappant chez Ayn Rand, alors, d'un certain côté, elle peut ressembler à tous les autres libéraux. Elle expédie le sujet, en particulier dans l'éthique objectiviste et quelques autres de ses conférences, en disant il revient au gouvernement d'assurer la sécurité intérieure, extérieure des citoyens. Mais alors, il y a un autre texte d'elle qui montre qu'elle avait un avis beaucoup plus tranché sur la question, et à mon sens, c'est presque la seule qui s'en soit préoccupée. À la fin de sa vie, alors j'ai reproduit dans un recueil de textes inédits d'Ayn Rand il y a 2 ou 3 ans, Ayn Rand, pratiquement pour clore sa carrière, donc vous savez, sa qualité de libéral ultra radical, diraient ceux qui ne l'aiment pas actuellement, elle a achevé sa carrière en 1974 en allant, tenez-vous bien, aller prononcer un discours pour encourager les élèves officiers
de l'Académie militaire de West Point, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus pointu aux États-Unis pour former les officiers de l'armée américaine. Et son propos, le discours qu'elle a tenu en disant « Vous, les futurs officiers, intéressez-vous à la philosophie », sous-entendu, la philosophie objectiviste, mais vous êtes comment dire, la partie la plus merveilleuse de la nation. Donc il y a un hymne à l'armée de la part d'Ayn Rand, je vais vous citer quelques extraits, qui montrent qu'elle était parfaitement consciente qu'une société de liberté ne peut pas se passer d'une défense nationale, je reviendrai sur nationale, d'une défense nationale forte avec une formation militaire poussée. Alors, comme c'est peu connu, parce qu'on préfère en effet retenir de Ayn Rand ce qu'elle a dit en faveur de la réduction à minima de l'État. Donc c'est la dernière page de ce texte qui a été prononcé, je vous rappelle, en 1974. Elle dit ceci, je la cite maintenant, « Dans mon éthique, défendre son pays, c'est exprimer son refus personnel de vivre comme l'esclave vaincu d'un ennemi, quel qu'il soit, étranger ou compatriote. » Ça veut dire qu'il y a sécurité intérieure et extérieure. Elle continue de plus belle. Je recite à nouveau. « L'armée d'un pays libre est investie d'une grande responsabilité. Le droit de recourir à la force, mais non comme un instrument de contrainte ou de brutale conquête, uniquement comme l'instrument d'autodéfense mis au service d'une nation libre. » Donc vous voyez que tous les termes, souvent honnis par nombre de libéraux, armée, nation, etc., fleurissent dans le propos d'Ayn Rand, n'est-ce pas, qui est peu connu sur ce plan. Ce n'est pas fini. Le principe selon lequel on ne recourt au conflit armé qu'en cas de représailles contre ceux qui ont lancé des hostilités en premier, c'est le principe qui donne la priorité au droit sur la force. Un tel comportement exige la plus haute dose qui soit d'intégrité, de sens de l'honneur. Aucune autre armée au monde n'y est parvenue. Vous, si. Vous, c'est les futurs officiers de l'US Army. Discours plus militariste, difficile de l'imaginer, et c'est du Ayn Rand dans le texte, et même ce qui couronne son itinéraire. Elle a conclu là-dessus, dernier texte qu'elle a publié. Je ne peux pas m'empêcher de citer tout de même encore deux autres phrases de femmes. West Point a offert à l'Amérique une longue cohorte de héros, connus ou inconnus. Vous-même, les diplômés de cette année, vous avez une tradition glorieuse à perpétuer que j'admire profondément. Et puis, voici la fin. Aussi, en mon nom et celui des personnes qui pensent comme moi, je tiens à dire à tous les militaires de West Point, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, merci. Et bien voilà ce qu'est le libéralisme entendu par Ayn Rand dans son jus, et j'allais dire son jus définitif, dernier texte publié. À mon sens, enfin quelqu'un, donc je rappelle aussi que Raymond Aron, à l'opposé d'Ayn Rand, s'y était intéressé, enfin quelqu'un qui comprend qu'il n'y a pas de société de liberté sans une pensée robuste et forte qui légitime le recours à une défense. Et le titre que je voulais donner à mon intervention, c'était pour un libéralisme. La liberté, ça se défend. Effectivement, la liberté doit se défendre et manu militari. Et deuxièmement, cette liberté, elle doit se défendre de manière musclée. C'est ce que j'appellerais un libéralisme musclé. S'il n'y a pas de libéralisme musclé, je vais aller vers la fin de mon propos pour qu'on puisse en parler. S'il n'y a pas de libéralisme musclé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun état d'âme à employer, comme l'ont dit donc nombre d'auteurs, de Bastien Mises à Rand. La force militaire ou à l'intérieur une force de contrainte pour protéger la liberté, qui n'ont pas d'état d'âme sûr. Par exemple, au passage, je vais signaler sur le plan de la sécurité intérieure. Même quelqu'un comme Pierre, je crois que c'était Pierre Manent qui l'avait rappelé à plusieurs reprises, la doctrine libérale serait la douceur des peines. Or, autant qu'on puisse le voir, quand on parle de contraintes, de répression, etc., ou de reposer les assauts de façon musclée, on s'aperçoit que le peu qu'on consacrait, le peu de libéraux à ce sujet, c'est nullement forcément la douceur. Mon interprétation, pourquoi cette béance, si peu d'intérêt pour le problème, et pourquoi, par ailleurs, à l'exception des auteurs que je viens de citer,
une vision presque bisounours des rapports humains, presque rousseauistes. Les hommes, avec un premier mythe, tous les hommes désirent la liberté, ce qui est empiriquement non vérifié. On a plutôt l'impression que c'est du contraire qu'il s'agit. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une anthropologie tout de même déficiente sur le fond de pensée des libéraux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a envie de librement échanger avec les autres en respectant leurs droits, ce qui semble être affirmé, je vous rappelle que même Ayn Rand a construit tout de même pas mal de passages à ça. Sur le plan intérieur, la fonction de l'État, c'est tout de même de réprimer la fraude également dans le respect des contrats. Donc s'attendre à ce que spontanément tous les individus respectent, et premièrement, envie de liberté pour eux, respectent la liberté des autres et respectent l'exécution des contrats, c'est vraiment patauger dans l'illusion la plus totale. Et en conséquence de quoi, s'il n'y a pas une défense nationale forte et une justice que nombre d'auteurs, je vous rappelle les textes que j'ai cités, vont qualifier de répressive, eh bien rien ne marchera. Donc revoir certains des fondamentaux libéraux d'un point de vue anthropologique, qu'est-ce que l'être humain désire? Est-ce que tous les êtres humains fonctionnent sur le même logiciel, c'est-à-dire le respect spontané de la liberté et du droit des autres? Est-ce que ce n'est pas quelque chose à revoir? Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à plus de réalisme de leur part? Voilà, il y a bien d'autres choses à dire sur tous ces sujets, mais voyez-vous que de nouvelles générations de libéraux... Et j'ajouterais tout de même ceci. Est-ce qu'une part, parce que je ne vais rien vous apprendre, est-ce qu'une part du discrédit qui s'est abattu sur le libéralisme depuis une dizaine, une vingtaine d'années n'est pas liée à cette vision que moi je n'hésiterais pas à qualifier de naïve dans les rapports humains et dans la perception de ce que sont les êtres humains? Est-ce qu'il faut être complètement aveugle pour ignorer le fait que même le commerce n'est pas si doux que cela? On a l'exemple dans le monde actuellement où justement, en même temps qu'il y a libre-échange, eh bien, le commerce a été utilisé comme arme politique de conquête et d'oppression par un certain nombre d'États. Ce qui veut dire qu'il n'est pas auto-immune. Il peut servir à n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les libéraux d'intégrer ça dans leur réflexion? À quelles conditions, ou quelles sont les, pour reprendre la terminologie kantienne, quelles sont les conditions de possibilité d'un monde libéral qui ne verserait pas dans cette vision que j'ai appelée tout à l'heure bisounours, et qui génère des contre-réactions hostiles au libéralisme? Ce qui se passe actuellement avec le repli sur le protectionnisme et un certain nombre de choses de cet ordre. Donc, point final, c'était un plaidoyer pour qu'il y ait un libéralisme enfin adulte dans tous ces domaines. Merci de votre attention. Pour compléter ce que vous disiez, Alain, sur Montesquieu, Montesquieu a aussi dit que l'impôt, c'est la part que chacun est prêt à consacrer de sa richesse pour préserver le reste. Donc, il était effectivement à de nombreuses... il a eu l'occasion de dire oui, qu'il était favorable à un impôt pour défendre les principes régaliens, enfin la part régalienne de l'État. Et sinon, il y a un auteur quand même libéral qui a parlé de ce régalien, c'est Gustave de Molinari dans De la production de sécurité. Et là, pour le coup, ça a entraîné justement une réponse de Bastia, où Bastia a dit vous vous trompez complètement, enfin, grossière erreur, etc., etc. Et il faut reconnaître que, enfin, j'ai trouvé très intéressant le texte de Molinari de La production de sécurité, mais il faut reconnaître qu'il n'en a plus jamais reparlé de sa vie. Il a considéré que finalement cet écrit n'était peut-être pas le plus intéressant, disons, de sa production, quoi. Mais, oui.
Non, mais c'était quoi De la production de sécurité, oui. Dedans, il défend l'idée que ça peut être des marques de privées, disons, enfin, ou des enseignes privées de sécurité qui règlent les questions de police, d'armée, etc., avec peut-être une certaine naïveté dont vous parlez, naïveté qu'on retrouve d'ailleurs chez Hugo quand il dit ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est cette idée voilà, que certains libéraux défendent, disant que les gens ayant intérêt à commercer, ils n'ont pas intérêt à se faire la guerre. Enfin bref, voilà. Alors, avant de passer le micro à Alain, il y a eu une thèse d'Alexis de Belleville à Aix en histoire du droit sur Molinari, et on a publié dans le Journal des Libertés, il y a peut-être une dizaine de numéros. Elle a écrit un papier où justement ceux qui veulent découvrir un peu Molinari. Oui, c'est effectivement un thème, une problématique intéressante que cette privatisation éventuelle de la sécurité. Moi, je considère que c'est complètement illusoire. Cela dit, il faut se remettre dans le contexte. Il n'avait rien vu. Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui lui a implicitement répondu. C'est un grand libertarien américain, Robert Nozick, dans État, anarchie et société, où justement, il constate que si jamais on n'a affaire qu'à des sociétés donc, de sécurité privée, elles vont forcément entrer en compétition les unes avec les autres. Et à ce moment-là, il peut se produire deux choses. Ou bien elles s'autodétruisent, c'est-à-dire qu'on n'avait encore rien vu, ou bien il y a l'une de ces sociétés qui va absorber les autres. Ça, c'est sur le plan théorique. Mais il y a une réponse empirique, c'est qu'il y a eu de multiples tentatives, et il y en a encore de plus en plus actuellement, de privatisation de la sécurité. Après tout, c'est-à-dire des organisations, des ONG, des organisations de sécurité non gouvernementales. On parle toujours des organisations, des ONG humanitaires, mais il y en a également qui sont sécuritaires. Et alors, qu'est-ce qui apparaît ? Par exemple, que Daesh, ou les frères musulmans, ou Wagner, ou la mafia, répondent tout à fait aux critères de société privée de sécurité, c'est-à-dire ils assurent leur sécurité mutuelle, ils sont solidaires entre eux. Ce qu'il y a, c'est que rien n'assure du tout, et tout montre le contraire, qu'une société de sécurité privée ne va pas envahir et réprimer et détruire le droit des autres. Et alors, qu'est-ce qui peut s'y opposer ? Ou bien finalement, ces sociétés, alors on imagine un miracle. Toutes ces sociétés privées de sécurité sont frappées par l'Esprit Saint et désirent coexister pacifiquement. Il faut donc qu'elles se coordonnent. Mais on vérifie le propos de Robert Nozick, elles sont en train de recréer l'État, ce qu'il appelle l'État super minimal. Et peu à peu, dans sa logique, l'État super minimal va se transformer en État minimal. Et on revient à mon propos initial, l'État minimal du point de vue libéraux, ce qui correspond au régalien dont je parlais tout à l'heure. Donc on est face à l'alternative suivante, ou bien parmi les sociétés privées de sécurité, il y en a qui seront d'une férocité impitoyable pour la liberté et les droits des autres, ou alors elles seront amenées à se coordonner et finalement pratiquement à fusionner, et on aura recréé l'État, et un État minimal. Voilà ma réponse sur ce plan. Est-ce que la réponse à cette privatisation, c'est pas plutôt le fractionnement, dans l'idée que small is beautiful, à la Suisse, 26 polices, 26 systèmes fiscaux, 26 systèmes scolaires, alors une seule armée, mais une armée de milices, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas de privatisation, mais on a quand même une concurrence entre des entités qu'on ne peut plus qualifier d'étatiques, puisqu'elles sont à un niveau infranational. Oui, mais est-ce qu'il est assuré que dans tous les domaines, alors ça c'est un autre peut-être un autre principe qu'il faut un peu écorner, que la concurrence va amener quelque chose de plus favorable. La concurrence peut aussi bien jouer pour réduire les prétentions, une concurrence qui tire vers le bas, que vers le haut. Autrement dit, ni la privatisation, ni la concurrence n'assurent que, en effet, ça va forcément résoudre le problème.
d'une certaine façon, entre les États et leurs frontières, il y a bien une certaine concurrence qui peut jouer. Et c'est ça peut-être aussi que les libéraux n'ont pas suffisamment intégré. Pour prendre une expression qui fleurit, mais surtout à l'extrême gauche de paysage idéologique, le sans-frontiérisme a été aussi une sorte de maladie infantile du libéralisme. Et actuellement, c'est pour ça, d'ailleurs, j'allègeais un peu le propos, que le propos libéral est parfois si inaudible actuellement, où tout le monde dit, mais il faut avant tout maintenant protéger et sécuriser les frontières, que ce soit par exemple les frontières de l'Union européenne, que ce soit les frontières nationales, ou que ce soit même des frontières infranationales, lorsque vraiment la situation, c'est forcément... non. Donc, congédier les nations, les frontières, les armées, etc. Je reviens sur la privatisation de la sécurité. Là, on a surtout parlé de la sécurité intérieure. Mais l'exemple de cette création russo-poutinienne qu'est Wagner montre bien. Alors, elle illustre doublement mon propos. D'une part, donc il y a bien dans le monde des sociétés privées, mais deuxièmement, tout le monde a bien compris que Wagner, c'était au fond, dans les faits, factuellement, la prolongation du bras armé étatique, n'est-ce pas? Donc rien n'assure que ce sera aussi ça. Je rappelle par ailleurs qu'il y a des sociétés privées militaires aux États-Unis, que certaines sont intervenues en Afghanistan, elles n'y ont pas laissé le meilleur souvenir. Il y a eu des exactions tout à fait incroyables, puisqu'il n'y avait pas du tout de tribunaux militaires pour juger les exactions. Donc moi, je suis tout à fait réticent à l'idée de cette privatisation. Sous-entendu, ça ne résout pas le problème parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont posés dès lors que c'est l'État qui s'en occupe, mais il vaut mieux chercher comment, en effet, contraindre l'État à demeurer dans les prérogatives qui sont les siennes et pouvoir le sanctionner effectivement s'il y a manquement, que ouvrir la boîte de Pandore avec le spectacle que l'on voit actuellement. Oui, alors je vais... J'allais justement de toute façon te passer le micro en quelque sorte. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est un sujet que les libéraux ne traitent pas et on le sait d'autant mieux qu'on a voulu faire pour le Journal des Libertés, justement, puisque tu le sais, tu fais partie du comité de rédaction, on a cherché des gens capables d'écrire un petit peu sur la position des libéraux face aux guerres en Ukraine, etc. Et effectivement, on a eu du mal. Alors, dans le dernier numéro qui devrait être en ligne, il y a 2 articles, l'un de Jean-Pierre, qui est ici, de Jean-Pierre Chamou, et puis l'un de Jean-Philippe Delsol. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui a souvent été évité. Alors, une question avant de passer la première. J'aurais pensé peut-être chez des gens comme Constant ou Jean-Baptiste C, justement parce qu'ils ont été un peu plus en contact avec les guerres napoléoniennes, etc. On aurait pu trouver là-bas, chez eux peut-être, non, ils n'ont pas trop. Donc ça, c'était une question. Et puis, une deuxième chose aussi, mais peut-être juste pour corroborer, c'est vrai, cette naïveté des libéraux est quelque chose qui les dessert, je crois. Alors, on a eu une conférence préalable sur l'anthropologie libérale, parce que justement, quelle est la vision de l'homme selon les libéraux? Et je crois que beaucoup de libéraux sont finalement pas si naïfs, ce sont leurs disciples qui le sont. Par exemple, Adam Smith... je sais pas, quand il parle de concurrence, il dit, vous voyez 3 producteurs assis autour de la même table, vous pouvez être certain qu'ils sont en train de se mettre d'accord pour monter les prix ou baisser les quantités. Je crois que des travaux récents de l'autre Smith, Vernon Smith, pareil, voilà, selon les contextes, et Coase l'a dit, on n'est pas rationnel, et Hayek l'a répété aussi, on est rationnel que dans certaines circonstances. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce bisounours, cette naïveté, elle n'est pas chez les auteurs, je pense, elle est plus chez les gens qui reprennent après derrière le message et qui n'ont pas lu cet aspect-là de l'analyse qui est aussi chez Smith. Je suis un petit peu plus sévère pour les penseurs libéraux que j'ai tellement fréquentés. Mais c'est vrai que quand, avec Vincent Valentin, on a publié notre gigantesque somme qui s'appelle les penseurs libéraux,
je n'avais pas encore vraiment pris conscience de cette béance, de cette déficience dans la pensée libérale. Je n'ai même pas pensé à l'époque à consacrer des entrées. On a fait un dictionnaire du libéralisme, etc. Donc c'est quelque chose. Moi-même, j'ai participé un peu. Alors, j'ai jamais défendu ces conceptions. Donc, j'ai toujours défendu une conception très réaliste et musclée du libéralisme. En revanche, j'étais tout de même insuffisamment attentif au fait que chez les penseurs libéraux, je pensais que ça allait de soi. Et c'était une erreur de ma part de penser que pour eux, ça allait de soi. Non, il faut que ce soit explicité, approfondi, soumis à la critique. Et en effet, il peut y avoir d'ailleurs plusieurs interprétations de ce qu'il convient de faire du point de vue libéral, par exemple du point de vue des frontières ou même de la conception de la nation. Moi, je suis très proche, par exemple, d'un Vargas Llosa quand il dit que la nation, malheureusement, a été si souvent mobilisée et détournée de son sens véritable par les nationalistes, ce qu'on va peut-être constater demain, qu'en effet, il faut une approche extrêmement prudente et critique de la nation. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas et soit à balancer dans les bas-fonds de l'histoire et de la pensée. Donc une théorie libérale de la nation, c'est peut-être aussi quelque chose qui demanderait à être davantage entrepris. Puis, qui dit nation ? Moi, c'est ce que j'avais défendu dans un de mes livres. Ah oui, c'est quand j'ai publié une douzaine d'années La société ouverte et ses nouveaux ennemis. Et parce que c'est la problématique. Intéressant à consulter Karl Popper, dont malheureusement je n'ai pas encore cité le nom. C'est quelqu'un d'extrêmement subtil dans tous ces domaines. Ne serait-ce que parce que Karl Popper a tout de même, dans La société ouverte et ses ennemis, dans une note qui a fait beaucoup discuter, c'est à propos de la tolérance. Vous savez que le libéralisme, il est posé comme équivalent à la pratique de la tolérance. Mais Karl Popper fait remarquer que, question que j'ai traitée avec l'Institut libéral de Genève, est-ce qu'il faut être tolérant avec les intolérants et est-ce qu'il ne faut pas les réprimer ? Et il répond que oui. Et ça, ce passage est connu sous le nom du paradoxe de la tolérance. Il ne peut pas y avoir de tolérance, expose Karl Popper, s'il n'y a pas un combat contre l'intolérance, j'ajouterais personnellement, et un combat musclé. On ne fait pas dans la dentelle s'il y a des intolérants, mais vous savez aussi que les libéraux se sont illustrés en disant mais nous sommes opposés à l'idée de pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Oui, mais pas de liberté de la liberté pour les ennemis de la liberté, ben, ça finit en camp de concentration. Donc, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre. Donc, il y a de belles paroles sympathiques, pacifiques, pacifistes, angéliques chez les libéraux comme chez les autres. Et là, moi, je collecte les penseurs libéraux, donc j'ajoute tout de même à mon panthéon Karl Popper, qui fait remarquer que c'est bien beau les sociétés ouvertes, mais à côté, il y a les sociétés closes. Et tout le propos de Karl Popper dans son immortel ouvrage, c'est de dire « Mais les partisans des sociétés closes ne se reposeront jamais. Toujours, ils voudront détruire les sociétés ouvertes. » Et que font les sociétés ouvertes pour se protéger ? Est-ce qu'on fait Hare Krishna, n'est-ce pas ? Soyons gentils, aimons-nous les uns les autres. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche sur Terre. Hein. Donc voilà une conclusion provisoire. Merci Alain. On va prendre rapidement les deux. Merci beaucoup Alain. Pierre a dit l'essentiel de ce que je voulais rappeler, mais dans les deux papiers que j'ai faits, un pour l'Institut libéral l'année dernière et un qui est sous presse aujourd'hui, j'ai suivi tout à fait la même démarche intellectuelle que la tienne, plus modestement, parce que j'ai une connaissance et des écrits et de la philosophie libérale qui est infiniment moins solide que la tienne. Cela dit, Constant, je l'ai mis là dans ses écrits politiques, je le cite dans le papier que Pierre est en train de publier. Il disait explicitement « Il n'est pas vrai que la guerre soit toujours un mal ». Et un peu plus loin, elle est dans la nature de l'homme, lui enseigne des dévouements héroïques et surtout l'unit à sa patrie.
Et ça, je le cite dans l'article, c'est aussi quelque chose que l'on trouve chez quelqu'un comme Constant, hein, ce qui, venant de Suisse, était assez naturel. Je regrette simplement une chose, c'est qu'on n'ait pas eu l'occasion de t'entendre avant que je donne le bon à tirer avant-hier. Et si je l'avais fait, j'aurais fait des modifications et en particulier, j'aurais introduit Ayn Rand que j'ai totalement oublié. Par contre, dans mon article précédent, comme tu l'as reçu également, j'avais effectivement insisté sur le paradoxe de la liberté et sur de la tolérance, pardon, et sur Popper. En tout cas, merci beaucoup. Je vais faire un remake. Alors j'aurais une question par rapport justement à ces problématiques de sécurité. Est-ce que, en tout cas aux États-Unis, le monopole de la sécurité intérieure n'existe pas de fait à cause du port des armes? En fait, à cause du deuxième amendement de la Constitution américaine, de fait, par exemple, aux États-Unis, le monopole de l'État sur la violence n'existe pas. Et donc, la première question, est-ce que ce serait contraire en quoi est-ce que ce serait contraire au principe d'une société libérale? Et la deuxième question que je voudrais me poser, c'est donc il y a un autre auteur qui est plus libertarien qui a écrit sur ce sujet qui s'appelle Hans Hermann Hoppe, donc Hans Hermann Hoppe, qui est sur la position de la sécurité. Et sa position qui est un peu liée à la situation de la Suisse, c'est que l'État devrait en quelque sorte simuler, tant que l'État existe toujours, il devrait simuler ce que feraient par nature des sociétés libres et décentralisées, notamment par exemple au niveau de la gestion frontalière des frontières ou de la sécurité. Et ma question c'est aussi quelle est votre position sur ce sujet? Oui, de brèves réponses. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, la vision n'est a priori pas forcément la même, toujours en référence à la Constitution, bien qu'il y ait pas mal de gens aux États-Unis qui disent que se référer à une Constitution qui a été écrite il y a 2 siècles et demi, c'est peut-être plus quelque chose qui est encore valide et qu'il faudrait peut-être la recontextualiser ou la libérer du contexte de l'époque où, en effet, même s'il y avait la guerre d'indépendance des Américains à ce moment-là, et puis le souvenir de l'oppression anglaise, qui fait que chaque citoyen doit pouvoir, en effet, assurer isolément ou avec d'autres sa propre défense. Mais très vite, on en vient aux insuffisances de la chose. On peut être frappé actuellement avec cette idée de décentralisation, même que ça se passe au niveau des États, peut-être à des niveaux encore plus localisés. Regardez le chaos du point de vue des droits qui a été provoqué par la décision de la Cour suprême américaine de renvoyer aux États le choix ou non de la liberté de l'avortement, n'est-ce pas ? On pourrait dire, mais dans une société ouverte moderne, quel est le mieux qu'on décentralise presque à outrance, de telle sorte qu'à quelques kilomètres de distance, vérité en sein des Pyrénées, erreur au-delà, on puisse passer du tout au tout avec des gens obligés soit de parcourir des kilomètres, ou il y a déjà des morts de provoquer aux États-Unis. Il y a des femmes qui n'ont pas pu, en effet, être opérées. Donc cette décentralisation, elle n'est pas la panacée universelle, et j'appliquerai ça même au problème des droits. Si vous vivez dans un État américain où chacun, on voit d'ailleurs les dégâts actuellement, où chacun a le droit au nom de la libre autodéfense personnelle, que je ne suis pas en train de répudier. Pour moi, le droit personnel à l'autodéfense, il est fondamental. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il va être raisonnablement pratiqué ? Comment, a priori, faire confiance à n'importe qui ? Et on voit bien à quel point ça peut dégénérer. Donc, les principes, de ce point de vue-là, même hérités des pères fondateurs, c'est bien beau, mais confronté à la réalité et à tous les chocs que ça peut provoquer, qu'il s'agisse donc
de l'autodéfense ou bien de la liberté d'avortement, on voit que c'est beaucoup moins simple que prévu et que les effets pervers, pour parler comme Raymond Boudon, les effets pervers sont bien plus importants qu'on aurait pu l'imaginer. Qui pense assez à l'avance à tous les effets pervers qui vont être générés par la mise en pratique d'un principe qui, idéalement, paraît si beau? C'est là que moi je plaide non seulement pour quelque chose de plus musclé, mais en même temps pour la fin du déni de réalité. Il y a un déni de réalité de l'ambiguïté, de l'ambivalence des êtres humains et des situations chaotiques. C'est là, alors, je vais soulever un lièvre, que même l'idée de l'ordre spontané de Hayek est quelque chose de totalement problématique. Il y a des ordres spontanés qui sont complètement maléfiques. L'émergence du nazisme en Allemagne, c'est l'ordre spontané, ça n'a pas été décidé par un État quelconque, et par conséquent, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour revenir même, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, sur la théorie, une éventuelle théorie libérale de la guerre, qui d'ailleurs est presque parallèle à la phraséologie marxiste de ce point de vue-là. Ce sont toujours les États qui sont responsables et producteurs de guerre. On a, même actuellement, et même récemment, j'ai un exemple bien en tête, des exemples inverses. Par exemple, au Moyen-Orient, pendant longtemps, je crois que c'était en Égypte, à l'époque de Moubarak, c'était l'État égyptien qui s'efforçait à tout prix de maintenir la paix avec Israël, et ce qu'on appelle maintenant, sur toute la terre, la rue arabe, était contre. Autrement dit, les gens spontanément peuvent vouloir la guerre, et l'État se démenait pour l'éviter. Donc, voyez-vous, il y a tout de même des renversements d'idées d'a priorisme, mais il faut être empirique de ce point de vue-là, qui sont démentis par le réel. Donc, c'était ma réponse à votre question pour ce qui se passe, ou ce qui peut se passer en appliquant les principes de la Constitution américaine. Elle a été produite à une époque où nous ne rencontrions pas les problèmes. Moi, j'ai un propos trivial. On était loin d'avoir tout vu à ce moment-là. Et maintenant, on a vu et il faut en tirer les conséquences et les conclusions, voyez-vous. Merci Alain. On va arrêter là. Je suis sûr qu'on pourrait continuer encore des heures, mais on a encore 2 sujets passionnants à venir. Merci beaucoup. De toute façon, on a compris qu'il faut que tu reviennes parce qu'il y a quand même du travail à faire chez les libéraux pour qu'ils deviennent plus réalistes et qu'ils soient moins bisounours. Je crois que ça restera le terme de la matinée. Merci infiniment. On fait une petite pause de 5 minutes, histoire de reprendre notre dose de caféine, un peu d'eau, et pour être prêt à écouter Jamal.